Bonsoir à tous, bonsoir sur cette nouvelle émission du Chat Conteur. Bienvenue. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Donc, bienvenue sur votre émission de lecture tranquille, de chill, de bouffée d'air frais. Alors, je sais pas si chez vous ça flotte. Ici, on a de la pluie. Donc, si chez vous, effectivement, il y a un temps pourri, eh bien, quoi de mieux que de s'installer tranquillement et d'écouter quelques contes. La semaine dernière, petite analepse, en bon franglais, un petit flashback. La semaine dernière, nous avons lu 3 contes et avec notre ami Van Drake, que je salue au passage, merci à la modération d'être là ce soir, eh bien, on a passé quasiment 1 heure sur un conte. C'était les deux frères, donc des frères Grimm. Ensuite, qu'est-ce qu'on a lu? Eh bien, on a lu, pas simplement Les 2 frères, mais on a lu Riquet à la houppe pour terminer sur La Barbe Bleue. Voilà, c'était le on va dire, c'était le slasher un peu de l'époque, voilà, le truc qui fout un peu la trouille et justement pour être un petit peu dans cette continuité de, avoir un peu la trouille, eh bien, ce soir, nous allons lire pareil de manière habituelle 3 contes, dont l'un, s'intitule «Celui qui partit pour apprendre la peur». Ensuite, on va enchaîner sur les musiciens de la ville de Brême où, on est un petit peu sur de l'épouvante, mais vous allez voir, c'est un petit peu différent. C'est pas forcément le héros qui s'en prend enfin, qui devrait s'en prendre plein la tronche, mais c'est plutôt, les héros qui vont faire peur, du coup, sans vouloir vous spoiler et on terminera ce soir, eh bien, par un conte de Perrault, très connu, hein, qui a connu de multiples adaptations, notamment à l'écran, qui sera le Chaboté, le Maître Chat ou le Chaboté. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le programme de ce soir. Donc, bienvenue à vous. Bonsoir, bonsoir YouTube, bonsoir, Twitch, bonsoir tout le monde, voilà. Et du coup, voilà, j'ai mon petit Van Drake qui me dit, «plop plop». Voilà, exactement comme la pluie dehors, il fait plop plop. Bien et ben, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer. Alors, comme à chaque fois, eh bien, je vous présente, les contes pour les enfants et la maison aux éditions José Corti, qui sont donc, ces contes des frères Grimm donc sont édités et traduits par Natacha Rimasson-Fertin. J'ai eu, donc, l'autorisation, la gracieuse autorisation de pouvoir lire 12 contes. D'ailleurs, on s'approche un petit peu de la fin. C'est-à-dire que normalement, je crois qu'il doit me rester 3 contes à lire que j'avais choisis, donc sur les 12 qu'on m'a autorisé à lire. Je crois qu'il me reste Réponse, il doit me rester, Rumpelstiltskin et un autre dont je ne me souviens plus. Ah oui, c'est le tout premier conte en fait que les frères Grimm, bien ont écrit en fait directement, enfin ont édité, qui s'appelle, Le Roi Grenouille ou Henri de Fer. Voilà, donc ben, pour le prochain live de la semaine prochaine, on verra le temps qui m'est alloué parce que la semaine prochaine, j'aurai pas beaucoup de temps malheureusement. Et d'ailleurs, normalement, je ferai le live lundi prochain. Donc si vous voulez suivre aussi, la programmation et puis également, ben, les derniers montages des derniers lives, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, et à suivre également mon compte sur Facebook et sur Twitter. Donc voilà, donc peut-être que Van Drake vous donnera l'ensemble des liens voilà, en début d'émission. Et bien, de manière justement à ce que vous puissiez retrouver tout cela. Normalement, vous devez retrouver en fait la vidéo qui concerne eh bien, le live d'il y a 15 jours. Et puis concernant le live de la semaine dernière, il sera en 2 parties, comme je vous l'expliquais. On a un compte qui a duré 1 heure et les autres qui ont suivi. Donc voilà, vous les retrouverez normalement à partir, en tout cas la première partie du live de la semaine dernière, c'est sûr, ça sera en ligne soit ce soir, soit demain matin. Conte de celui qui partit pour apprendre la peur. Un père avait 2 fils. L'aîné était intelligent et raisonnable et savait se débrouiller en toutes choses, mais le cadet était idiot et incapable de comprendre ni d'apprendre quoi que ce soit. En le voyant, les gens disaient: «En voilà un qui est un fardeau pour son père». Ainsi, lorsqu'il y avait quelque chose à faire, la tâche en incombait toujours à l'aîné.
Mais quand son père l'envoyait chercher quelque chose tard le soir ou même au milieu de la nuit et que le chemin qu'il devait emprunter passait par le cimetière ou par quelque autre endroit sinistre, l'aîné lui répondait: «Ah non, mon père, je n'irai pas, j'en frissonne d'épouvante», car il avait peur. Ou alors, quand on racontait le soir au coin du feu des histoires à vous donner la chair de poule, les auditeurs disaient parfois: «Ah, je tremble de peur». Le cadet, qui écoutait, assis dans un coin, ne parvenait pas à comprendre ce que cela signifiait. Il répète sans cesse: «J'en ai froid dans le dos, j'ai peur». Mais moi, j'ai pas peur. Ce doit être encore un art auquel je n'entends rien. Un jour, cependant, son père s'adressa à lui en ces termes: «Écoute, toi là-bas, là, dans ton coin, te voilà à présent grand et fort. Il est temps que toi aussi tu apprennes un métier qui te permette de gagner ton pain. Regarde un peu comme ton frère se donne du mal. Mais avec toi, tous les efforts que l'on fait sont vains.» «Eh, mon père, je ne demande pas mieux que d'apprendre quelque chose. Et si c'était possible, j'aimerais bien apprendre la peur. Je n'entends encore rien à cela.» En entendant cela, l'aîné pouffa de rire et se dit à lui-même: «Mon Dieu, que mon frère est bête, il n'arrivera jamais à rien. Pour parvenir à quelque chose, il faut s'y prendre de bonne heure.» Le père répondit à l'idiot: «Soit. La peur, tu apprendras ce que c'est, mais tu ne pourras pas gagner ton pain avec.» Peu de temps après, le sacristain vint lui rendre visite. Le père lui fit part de son malheur et lui raconta à quel point son fils cadet était ignorant en toutes choses. Il ne savait, il ne savait ni n'apprenait rien. Pensez donc, quand je lui ai demandé comment il entendait gagner son pain, il m'a répondu qu'il voulait apprendre la peur. «Ah, si ce n'est que cela», répondit le sacristain, «il peut l'apprendre avec moi. Donnez-le-moi donc. Je vais vous le dégrossir un peu.» Cela plut au père, qui se dit: «Au moins mon gars sera un peu façonné.» Le sacristain prit donc le garçon chez lui et lui confia la tâche de sonner la cloche. Au bout de quelques jours, il le réveilla à minuit, lui ordonna de se lever et de monter au clocher pour sonner. «Je vais t'apprendre ce que c'est que la peur», se disait-il. Il précéda le garçon sans se faire remarquer et, lorsque celui-ci fut parvenu en haut et qu'il se retourna pour saisir la corde de la cloche, il vit, face à l'abasson, une silhouette blanche qui se tenait dans l'escalier. «Qui va là?» s'écria-t-il. Mais la silhouette ne lui donna pas de réponse et ne bougea pas d'un pouce. «Réponds-moi ou alors va-t'en!» cria le garçon. «Tu n'as rien à faire ici en pleine nuit.» Cependant, le sacristain restait là sans bouger pour faire croire au garçon qu'il était un fantôme. Le garçon s'écria pour la deuxième fois: «Que viens-tu faire ici? Parle, si tu es un honnête homme, ou je te jette en bas de l'escalier.» «Il parle pas sérieusement», se dit le sacristain. Il ne put pas mot et resta aussi immobile qu'une pierre. Le garçon l'interpella alors pour la troisième fois, et voyant que rien n'y faisait, il prit son élan et poussa le fantôme dans l'escalier, si bien que celui-ci dégringola 10 marches et resta à terre dans un coin. Ensuite, le garçon sonna la cloche, rentra chez lui, se remit au lit sans mot dire et se rendormit. L'épouse du sacristain attendit son mari pendant un long moment, mais celui-ci ne revenait toujours pas. Finalement, prise d'angoisse, elle réveilla le garçon et lui demanda: «Mais ne sais-tu pas où est passé mon mari? Il est monté au clocher avant toi.» «Ah non», répondit le garçon, «mais en haut, face à la basson, il y avait quelqu'un, et comme il ne me répondait pas et qu'il ne voulait pas s'en aller, j'ai cru que c'était un diable et je l'ai poussé du haut de l'escalier. Allez donc voir si c'est lui, mais cela me ferait bien de la peine.» La femme s'y précipita et trouva son mari gisant dans un coin et gémissant, avec une jambe cassée. Elle le porta en bas de l'escalier et courut chez le père du garçon en poussant de hauts cris. «Votre garçon a causé un grand malheur!» s'écria-t-elle. «Il a poussé mon mari du haut de l'escalier, si bien qu'il s'est cassé une jambe. Débarrassez-nous de ce bon à rien!» Effrayé, le père accourut et réprimanda vertement le garçon.
En voilà des plaisanteries impies, seul le malin peut te les avoir soufflées. Père, répondit le garçon, écoutez-moi, je suis parfaitement innocent. Il était debout, là, au milieu de la nuit, comme quelqu'un de mal intentionné. Je ne savais pas qui c'était, je lui ai ordonné 3 fois de parler ou de s'en aller. Ah, s'écria le père, tu ne me causeras jamais rien d'autre que du malheur. Disparais, je ne veux plus te voir. Oui, père, bien volontiers. Attendez seulement qu'il fasse jour et je m'en irai pour apprendre ce que c'est que la peur. Comme cela, au moins, je connaîtrai un art qui me permettra de gagner mon pain. Apprends ce que bon te semble, rétorqua le père. Je n'en ai cure. Tiens, voilà 50 thalers, prends-les et va-t'en dans le vaste monde, et ne dis à personne d'où tu viens et qui est ton père, car j'ai honte de toi. Bien, père, comme vous voudrez. S'il ne s'agit de rien d'autre, je n'aurai aucun mal à m'en souvenir. Et, au point du jour, le garçon mit les 50 thalers dans sa poche et sortit sur la grande route en marmonnant sans cesse. Ah, si seulement je pouvais avoir peur, si seulement je pouvais avoir peur. Il passa alors un homme qui l'entendit converser ainsi avec lui-même, et, quand ils eurent fait un bout de chemin et qu'ils parvinrent à un endroit d'où l'on apercevait une potence, il lui dit « Regarde là-bas, voilà l'arbre où 7 gars ont épousé la fille du cordier et où ils apprennent maintenant à voler. Installe-toi en bas et attends que la nuit tombe, et tu sauras ce que c'est que la peur. » S'il ne faut rien faire de plus pour cela, c'est facile, répondit le garçon. Et si j'apprends aussi rapidement ce que c'est que la peur, tu auras mes 50 thalers demain. Reviens me voir demain matin. Le garçon se rendit alors près du gibet, s'assit en dessous et attendit le soir. Comme il avait froid, il alluma un feu. Mais à minuit, il se mit à souffler un vent si glacial que, malgré le feu, il ne parvenait pas à se réchauffer. Et quand les pendus, poussés par le vent, se mirent à se balancer de ci, de là, et à se cogner les uns aux autres, le garçon se dit « Si toi, tu gèles en bas près de ton feu, comme ils doivent geler et grelotter là-haut. » Et comme il avait pitié d'eux, il appuya l'échelle contre la potence, y monta, décrocha les pendus les uns après les autres, et les descendit tous les 7. Puis il attisa le feu, souffla dessus et les installa tout autour pour qu'ils se réchauffent. Cependant, il restait assis là, immobile, et le feu s'attaqua à leurs vêtements. Le garçon leur dit alors « Faites attention à vous, sinon je vous suspends de nouveau là-haut. » Mais les morts ne l'entendirent pas. Ils restèrent silencieux et laissèrent le feu dévorer leurs guenilles. Le garçon se mit alors en colère et leur parla ainsi. « Si vous ne voulez pas faire attention, alors je ne peux pas vous aider. Je n'ai aucune envie de brûler avec vous. » Et il les suspendit de nouveau à la potence, chacun à sa place. Il retourna près de son feu et s'endormit. Le lendemain matin, espérant empocher les 50 thalers, l'homme revint le trouver et lui demanda « Alors, sais-tu à présent ce que c'est que la peur ?»« Non, répondit le garçon. Comment pourrais-je le savoir? Eux, là-haut, ils n'ont pas ouvert la bouche, et ils ont été stupides au point de laisser brûler les quelques vieux haillons qu'ils avaient encore sur le dos. » L'homme comprit alors qu'il ne gagnerait pas ses 50 thalers ce jour-là, et repartit en se disant « Des drôles d'oiseaux de ce genre, je n'en ai encore jamais rencontré. » Le garçon reprit son chemin, lui aussi, et il se remit à marmonner dans sa barbe. « Ah, si seulement je pouvais avoir peur. Si seulement je pouvais avoir peur. » Un cocher qui allait derrière lui l'entendit et lui demanda « Qui es-tu » ? « Je ne sais pas, répondit le garçon. « D'où viens-tu » poursuivit le cocher. « Je ne sais pas. »« Mais qui est ton père ?» ?»« Je n'ai pas le droit de le dire. »« Et que marmonnes-tu sans cesse dans ta barbe ?»« Ah, répondit le garçon, c'est que j'aimerais frissonner d'épouvante. Mais je ne trouve personne pour m'enseigner cela. »« Cesse tes bavardages, dit le cocher. Viens avec moi, je vais tâcher de te trouver un toit. » Le garçon suivit le cocher et le soir, ils arrivèrent à une auberge où ils avaient l'intention de passer la nuit.
Comme ils entraient dans la salle, voilà le garçon qui dit à nouveau, tout haut: «Si seulement je pouvais frissonner d'épouvante! Si seulement, si seulement je pouvais frissonner d'épouvante!» En entendant ces mots, l'aubergiste se mit à rire et dit: il se peut, il se peut bien que tu en aies l'occasion ici, si cela te tente. Tais-toi donc, rétorqua sa femme, tant de curieux y ont déjà laissé leur vie. Ce serait malheureux que ces beaux yeux-là ne revoient pas la lumière du jour. Mais le garçon répondit: quand bien même ce serait aussi difficile, je veux l'apprendre. Un point c'est tout, car c'est dans ce but que je suis parti de chez moi. Et il ne laissa pas de repos à l'aubergiste jusqu'à ce que celui-ci lui révèle qu'il se trouvait, non loin de là, un château ensorcelé, où il n'était pas difficile de connaître l'effroi si on y veillait 3 nuits de suite. Le roi aurait promis sa fille à celui qui oserait tenter l'aventure, et c'était la plus belle jeune fille sous le soleil. Il y avait aussi dans le château de grands trésors, gardés par des esprits maléfiques. Ces trésors seraient alors libérés du sortilège et suffiraient à faire d'un pauvre un homme riche. Beaucoup y étaient entrés, mais nul n'en était encore ressorti. Le lendemain matin, le garçon se présenta donc chez le roi et lui dit: si vous le permettez, j'aimerais bien veiller 3 nuits dans le château ensorcelé. Le roi le regarda et, comme il lui plaisait, il lui dit: tu as le droit de me demander 3 choses, à condition qu'il s'agisse d'objets inanimés, et tu auras le droit de les emporter au château. Le garçon lui répondit donc: alors je vous demande du feu, un tour et un banc de menuisier avec son couteau. Le roi lui fit apporter tout cela au château pendant la journée. Quand il fit presque nuit, le garçon entra dans le château, alluma un bon feu dans une des pièces, en approcha le banc de menuisier et s'installa sur le banc du tour. Ah, si seulement je pouvais frissonner d'effroi, soupira-t-il. Mais ce n'est pas encore ici que j'apprendrai cela. Vers minuit, il voulut attiser un peu son feu. Tandis qu'il soufflait sur les flammes, il entendit soudain crier dans un coin de la pièce: Wouhou, miaouhou, comme nous avons froid! Imbécile que vous êtes, qu'avez-vous donc à crier? Si vous avez froid, vous n'avez qu'à venir près du feu pour vous réchauffer, leur lança-t-il en retour. Aussitôt, 2 énormes chats noirs vinrent d'un grand bond s'asseoir à ses côtés et s'installèrent de part et d'autre en le fixant d'un air dément de leurs yeux flamboyants. Au bout d'un moment, quand ils se furent réchauffés, ils lui dirent: tiens, camarade, et si on jouait aux cartes? Oh, pourquoi pas, répondit le garçon, mais avant, montrez-moi un peu vos pattes. Sur ces mots, les chats laissèrent sortir leurs griffes. Oh mon Dieu, que vos ongles sont longs, s'exclama le garçon. Attendez, il faut d'abord que je vous les taille. Sur ces mots, il prit les chats par la peau du cou, les posa sur le banc de menuisier et leur bloqua les pattes avec l'étau. Maintenant que je vous ai observé de près, je n'ai plus aucune envie de jouer aux cartes, dit-il. Il les tua et sortit les jeter dans l'eau. Mais une fois qu'il se fut ainsi débarrassé des 2 chats et qu'il voulut retourner s'asseoir près de son feu, d'autres chats, ainsi que des chiens noirs portant des chaînes incandescentes, se mirent à sortir de plus en plus nombreux de tous les coins et recoins, si bien qu'ils n'avaient plus où se cacher. Ils poussaient des cris affreux, piétinaient son feu, l'éparpillaient et essayaient de l'éteindre. Il les regarda faire tranquillement pendant un moment. Puis, n'en pouvant plus, il saisit son couteau en criant: hors d'ici, canaille! Débarrassez-moi le plancher! Et il fondit sur eux en jouant du couteau. Certains prirent la fuite, il tua les autres et les jeta dehors dans l'étang. En revenant, il ranima son feu en soufflant sur les braises et se réchauffa. Et comme il était installé ainsi, ses yeux refusèrent de rester ouverts plus longtemps et il eut envie de dormir. Il regarda alors autour de lui et vit un grand lit dans un coin de la pièce. C'est justement ce qu'il me faut, dit-il en s'y allongeant. Mais au moment où il s'apprêtait à fermer les yeux, le lit s'ébranla et se mit à rouler à travers le château.
C'est bien, dit le garçon. Allez, encore plus vite. Le lit s'élança alors comme s'il était attelé de 6 chevaux, franchissant les seuils des portes, dévalant et montant les escaliers, puis soudain, hop hop, il se renversa complètement, sans dessus-dessous, si bien que le garçon fut enseveli comme sous une montagne. Lançant en l'air les édredons et les oreillers, le garçon se dégagea et dit à d'autres maintenant. Il se recoucha près de son feu et dormit jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau jour. Le matin, le roi vint au château et en voyant le garçon étendu par terre, il crut que les fantômes l'avaient tué et qu'il n'était plus de ce monde. Il dit alors, quand même, quel dommage pour ce beau garçon. Le gars entendit ces mots et se releva en disant les choses n'en sont pas encore là. Le roi fut très étonné, cependant il se réjouissait et demanda au garçon comment il allait. Très bien, répondit celui-ci. Voilà une nuit de passée, et les 2 autres passeront elles aussi. Lorsque le garçon arriva chez l'aubergiste, celui-ci ouvrit les yeux tout ronds. Je ne pensais pas te revoir vivant, dit-il. Sais-tu à présent ce que c'est que la peur? Non, répondit le garçon, tout est vain. Si seulement quelqu'un pouvait me le dire. La deuxième nuit, il retourna au vieux château, s'installa près de son feu et reprit sa rengaine. Ah, si seulement je pouvais avoir peur. À l'approche de minuit, des bruits sourds se firent entendre. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. Le silence se fit ensuite pendant un petit moment et finalement, la moitié d'un homme dégringola par le conduit de la cheminée avec de grands cris et tomba par terre juste au pied du garçon. Oh là, cria celui-ci, ce n'est pas assez, il en manque la moitié. Le bruit reprit alors de plus belle, on entendit du bruit et des gémissements, puis l'autre moitié tomba, elle aussi, dans la cheminée. Attends, dit le garçon, je vais souffler un peu sur le feu. Lorsqu'il l'eut fait et qu'il se retourna, les 2 morceaux s'étaient ressoudés et un homme effrayant avait pris sa place. Hé, nous ne nous sommes pas mis d'accord ainsi, dit le garçon. Ce banc est à moi. L'homme voulut le faire reculer, mais le garçon ne se laissa pas faire. Il le repoussa violemment et se rassit à sa place. D'autres hommes tombèrent alors par la cheminée, l'un après l'autre. Ils s'en furent chercher 9 os et 2 crânes, firent leur pari et commencèrent à jouer aux quilles. Le garçon eut envie de jouer, lui aussi, et leur demanda Dites, puis-je me joindre à vous? Oui, si tu as de l'argent. De l'argent, je n'en manque pas, répondit le garçon, mais vos boules ne sont pas bien rondes. Il prit alors les crânes, les plaça dans le tour et les rabota pour les rendre parfaitement ronds. Ah voilà, à présent, elles rouleront mieux, dit-il. Allez, c'est parti. Il joua avec eux et perdit un peu de son argent, mais aussitôt que minuit sonna, tout avait disparu. Il s'allongea et s'endormit paisiblement. Le lendemain matin, le roi vint aux nouvelles. Comment était-ce cette fois-ci? J'ai joué au quilles et j'ai perdu quelques LR, répondit le garçon. N'as-tu donc pas eu peur? Pensez-vous? Je me suis bien amusé. Si seulement je pouvais savoir ce que c'est que la peur. La troisième nuit, le garçon s'installa de nouveau sur son banc et dit, tout désappointé. Ah, si seulement je pouvais avoir peur. Quand la nuit fut bien avancée, 6 hommes entrèrent, portant un cercueil. Le garçon dit alors, tiens, c'est certainement mon petit cousin qui est mort il y a quelques jours seulement. Il l'appela du doigt en disant, viens, petit cousin, viens. Les hommes déposèrent le cercueil sur le sol. Le garçon s'en approcha et l'ouvrit. Un homme mort était étendu à l'intérieur. Il lui tâta le visage, mais il était glacial. Attends, dit le garçon, je vais te réchauffer un peu. Il retourna près du feu, se réchauffa la main et la posa sur le visage du défunt, mais ce dernier resta de glace. Le garçon sortit alors le défunt de son cercueil, s'assit près du feu, prit le mort sur ses genoux et lui frotta les bras pour que le sang se remette à circuler. Voyant que rien n'y faisait, il eut une idée. Quand 2 personnes sont allongées dans le même lit, elles se réchauffent l'une l'autre. Il mit donc le défunt au lit et s'allongea près de lui. Un moment après, en effet,
Le mort se réchauffa et se mit à bouger. Tu vois, petit cousin, heureusement que je t'ai réchauffé, dit alors le garçon. Cependant, le mort se mit à parler. Maintenant, je vais t'étrangler. Quoi s'exclama le garçon. Est-ce là ma récompense? Tu vas immédiatement retourner dans ton cercueil. Sur ce, il le souleva, le remit dans son cercueil et en referma le couvercle. Les 6 hommes revinrent et l'emportèrent avec eux. Il n'y a rien à faire, je ne parviens pas à avoir peur, dit le garçon. Jamais je n'apprendrai cela ici. À ce moment-là, un homme entra. Il était bien plus grand que tous les autres et d'une apparence terrifiante. Il était vieux et portait une longue barbe blanche. Nabot que tu es, s'écria-t-il, tu sauras bientôt ce que c'est que la peur, car tu dois mourir. Pas si vite, répondit le garçon. Si je dois mourir, j'aimerais bien voir cela de mes propres yeux. Ne t'en fais pas, dit le démon. J'ai bien l'intention de t'emmener. Oh là, tout doux, fit le garçon. Ne te vante pas ainsi. J'ai tout autant de force que toi, et sans doute même davantage. C'est ce que nous allons voir, répondit le vieillard. Si tu es plus fort que moi, je te laisserai t'en aller. Suis-moi, nous allons essayer. Et il le conduisit alors jusqu'au feu d'une forge, en empruntant des couloirs sombres. Puis il saisit une hache et d'un coup, il enfonça l'enclume dans le sol. Je peux faire encore mieux que cela, dit le garçon en s'approchant de la seconde enclume. Le vieux se plaça près de lui pour le regarder, sa barbe blanche pendant vers le sol. Le garçon empoigna alors la hache et, d'un seul coup, il fendit l'enclume en deux et y coinça la barbe du vieillard. « À présent, je te tiens, s'exclama le garçon, et c'est toi qui vas mourir. » Il s'empara alors d'une verge de fer et l'abattit sur le dos du vieillard et continua jusqu'à ce que celui-ci se mette à geindre et le supplie d'arrêter en lui promettant de grandes richesses. Le garçon retira la hache de l'enclume et libéra le vieillard. Celui-ci le ramena dans le château et lui montra dans une cave 3 coffres remplis d'or. De tout cela, une part revient aux pauvres. Pardon, excusez-moi, je reprends. De tout cela, une part revient aux pauvres, la seconde au roi et la dernière est pour toi. Sur ce, minuit sonna et l'esprit disparut, si bien que le garçon se retrouva dans l'obscurité. Je finirai bien par me tirer d'affaire, dit le garçon. En tâtonnant, il retrouva le chemin de la pièce et une fois là-bas, il s'endormit près de son feu. Le lendemain matin, le roi vint le trouver en disant « À présent, tu as appris ce que c'est que la peur, n'est-ce pas ?»« Non, répondit le garçon. Non. Qu'est-ce donc? Feu mon cousin était là, puis un homme barbu est venu et m'a montré beaucoup d'argent, là, en bas. Mais la peur, personne ne m'a dit ce que c'était. Tu as délivré le château. Tu as délivré le château. Tu as délivré le château. Tu vas épouser ma fille, lui dit alors le roi. Tout cela est fort bien, répliqua le garçon, mais je ne sais toujours pas ce que c'est que la peur. On remonta donc l'or de la cave et on célébra le mariage. Mais le jeune roi, malgré sa joie et son amour pour son épouse, ne cessait de répéter « Si seulement je pouvais avoir peur! Si seulement je pouvais avoir peur !» La reine finit par en avoir assez. Sa femme de chambre lui dit alors « Je vais vous aider, et il saura ce que c'est que la peur. » Elle se rendit au ruisseau qui coulait à travers le jardin et se fit apporter un seau entier rempli de goujons. La nuit, pendant que le jeune roi dormait, son épouse lui retira sa couverture et vida sur lui le seau rempli d'eau froide et de goujons, si bien que les petits poissons se mirent à frétiller tout autour de lui. Réveillé en sursaut, le roi s'écria « Ah! Ah! Ah, ma chère femme, je tremble d'effroi. Je suis terrifié. Oui, à présent, je sais ce que c'est que la peur. » Alors, pour ce début de soirée, j'espère que ça vous a plu.
Alors du coup, je vais reprendre, alors comme d'habitude, hein, je reprends toujours le chat, hein, je regarde jamais le chat pendant que je lis les comptes, forcément, hein, c'est un petit peu normal. Par contre, bah là, je vais reprendre un petit peu le fil de discussion. Alors, voyons voir. Eh bien, bonsoir, Grenouille en vadrouille, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le chat compteur. Oscar 35, dommage que tu n'aies pas plus de spectateurs, ça servira à certains pour s'endormir et s'instruire de grands auteurs. Alors tout d'abord, ben, bonsoir, Oscar 35. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je rebondis sur ce que tu dis, ça servira à certains pour s'endormir. C'est un peu le but du jeu aussi. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est, ce qui peut paraître un peu paradoxal sur du live, c'est que, bah, je sais que, en tout cas, j'ai des proches qui, aiment bien mettre le stream en cours pendant qu'ils font autre chose. Par exemple, j'ai un de mes proches qui est journaliste, bah, il prépare ses brèves et en préparant ses brèves, bah, il m'écoute. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà et d'autres personnes qui vont m'écouter puis qui vont faire d'autres choses, hein, j'en sais rien, enfin voilà et le but du jeu, bah, c'est que si vous vous endormez au gré, de mes lectures de comptes, ben, moi, j'ai réussi mon pari, en fait, donc si le live, le stream se poursuit, ben, si vous endormez dessus, bah, moi, j'ai gagné la partie. Voilà, c'est un peu le on va dire, c'est un peu le pari, c'est un peu le défi que je me donne aussi. Voilà et ben écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite, peut-être qu'on parle un petit peu de ce qu'on vient de lire. Donc là, on vient de lire le conte, de celui qui partit pour apprendre la peur. Alors, comme beaucoup de contes de Grimm ou des contes de Perrault qui démarrent, on a souvent affaire à des héros qui s'appellent les idiots. C'est-à-dire que dans une famille, on se retrouve avec, une fratrie, plus ou moins nombreuse, voilà et on a l'idiot. Si, vous revenez sur les vidéos qui sont sur YouTube maintenant, bah, je crois que c'était la 1re émission qui est partagée en 2 parties. J'avais parlé, un des contes que j'aime beaucoup, c'est Les 3 Plumes, puisqu'en fait, il y a 3 frères et dont un soi-disant idiot. On peut voir que cet idiot-là, en fait, on pourrait le rapprocher quasiment de Perceval, de la légende arthurienne. Parce que Perceval, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, c'est le personnage, en fait, qui va réussir à découvrir le Graal. Sauf que le Graal lui passe sous le nez à plusieurs reprises. Et c'est un parfait naïf. En fait, ce qu'on nomme un idiot dans ces histoires-là, ce sont des gens naïfs qui ont une grande méconnaissance de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une méconnaissance de la vie et une méconnaissance, par extension, de la mort. J'ai l'impression que naïveté, gentillesse, ça va de pair. Et donc, du coup, il les descend, il veut les réchauffer. Il se dit, mais moi, si j'ai froid, eux, ils doivent avoir froid. Donc, voilà. Donc, je vais les aider, quoi. Sauf qu'en fait, il se rend pas compte qu'ils sont morts. Son cousin, ben, pareil, en fait, il se rend pas compte qu'il est mort aussi. Et on a affaire à d'ailleurs à une espèce de zombification, enfin voilà, on a affaire à des fantômes, des morts vivants, des voilà. Ça j'imagine qu'à l'époque de Grimm, c'est le genre de conte qui devait effectivement foutre la trouille. Mais je crois qu'il y a des contes qui foutent un peu plus la trouille parce qu'ils sont plus dans, comment dire? Dans la suggestion, ce sont les contes bretons. Là, ici, on a un peu trop de description, je trouve. Bref. D'autre part, ce que je souligne à chaque fois que je lis, c'est qu'on a affaire à des contes, qui sont, comment dire? Qui viennent en fait du bassin germanique et d'un bassin germanique chrétien. Donc très souvent, eh ben, on a, 3 chiffres qui reviennent très souvent. Le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 6. Ce qui est intéressant dans cette histoire, on va reprendre un petit peu, quand on reprend un petit peu l'histoire, eh bien, on se rend compte que, eh bien, le garçon va avoir 3 épreuves dans le château, où on va lui dire: «Bah, tiens, tu vas avoir peur 3 fois». La première fois, c'est: «Bah, tiens, je vais te dire comment avoir peur». Là, c'est l'épreuve des pendus. «Tu pas peur?» Eh ben, l'épreuve, c'est ce château-là. Donc 2e épreuve. 3e épreuve, eh ben, c'est sa femme, la reine, qui, enfin, tout du moins avec le concours de sa bonne, hein, oh, je sais plus comment ce qu'on dit, bref, qui va lui dire: «Attendez, on va lui faire une blague» et il va voir ce que c'est que la peur, en fait, d'être réveillé en sursaut avec juste de l'eau glacée et des poissons de partout, bon, admettons. En fait, bah, il fallait qu'on lui fasse un grand bouh, pour qu'en en fait, il sache ce que c'est que la peur, en fait. Donc voilà, donc 3. Dans le chiffre 6, qui est souvent le chiffre du malin, eh bien, on a la mention de 6 chevaux, par exemple. On a la mention de 6 hommes.
Voilà. Ce qui est assez hallucinant, c'est que ce garçon, en fait, qui ne sait pas ce que c'est que la vie, qui ne sait pas ce que c'est que la mort, bah, finalement, va jouer au alors, ils disent jouer au quilles, mais j'ai l'impression qu'il joue aux osselets. En fait, il va prendre les crânes avec lesquels les hommes, justement, les 6 hommes s'amusent pour les façonner. Donc voilà, quoi. Le 6, mon chiffre préféré. Ouais, c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète fortement. Donc bon, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Chiffre 6, attention. Donc on va revenir sur le chiffre 6. Tu sais que j'y ai pensé l'autre coup, hein. Quand tu m'as dit, ouais, le chiffre 6, c'est mon... Moi, j'étais lâché. D'accord, ok, très bien. Bon, en même temps, le malin, c'est quoi? Le malin, c'est Satan. Mais par extension, attention, Satan, c'est quoi? C'est Lucifer. Lucifer, en latin, c'est lux luminis, c'est la lumière. Faut pas oublier que Lucifer, c'était l'archange le plus au-dessus, c'est le soleil. C'était quasiment l'égal de Dieu, quoi. Sauf qu'à un moment donné, ben, ouais, il était un peu trop narcissique. Il était un peu trop narcissique, Monsieur Lucifer. Donc c'est là qu'il y a eu des grosses batailles entre justement l'archange Michel et puis entre Lucifer, etc., quoi. D'ailleurs, souvent, vous allez voir l'archange Michel qui terrasse le dragon. Moi, ce que j'aime bien dans le personnage de Lucifer, c'est que par extension, faut pas oublier qu'avant, il y a eu les Grecs. Et les Grecs, Lucifer, c'est Prométhée. En fait, Lucifer, c'est celui qui a apporté la lumière aux hommes, c'est celui qui a apporté la connaissance à Adam et Ève. À un moment donné, ils se sont dit, waouh, on peut faire des bébés ensemble, c'est trop bien. Ah, carrément que c'est trop bien. Bref. Passons. Prométhée, c'est celui qui se fait bouffer le foie sur un roc. Et en fait, le foie repousse à chaque fois. Il est complètement enchaîné sur son rocher. Il se fait bouffer le foie. Donc, en fait, il y a toujours une punition. Une punition de ceux, en tout cas des puissants, qui apportent la connaissance aux, comment dire, aux ignorants. Donc, quelque part, bon, ben oui, le chiffre 6, il est ce qu'il est, hein, voilà. Mais le personnage n'est pas forcément, voilà, pas forcément mauvais, mais Lucifer, c'est un personnage quand même qui a cherché quand même le bâton pour se faire battre, hein, quand même, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la suite, et la suite, eh bien, mes chers amis, ça sera les musiciens de la ville de Brême. Alors, on va parler de peur aussi sur ce compte-là. Mais vous allez voir qu'il s'agit de héros un petit peu plus, on va dire, un peu plus intelligents. Eh bien écoutez, c'est parti. Les musiciens de la ville de Brême. Un homme avait un âne qui avait porté des sacs au moulin sans se lasser pendant de longues années. Cependant, ses forces déclinaient et il était de moins en moins capable de travailler. Son maître songea alors à se débarrasser de cette bouche supplémentaire à nourrir, mais l'âne sentit que le vent avait tourné. Il s'enfuit et prit le chemin de la ville de Brême. Là-bas, se disait-il, il pourrait toujours se faire musicien. Après avoir marché un petit moment, il trouva un chien de chasse allongé sur la route et qui jappait comme s'il était épuisé à force d'avoir couru. Qu'as-tu à japper comme cela? Croque-le, demanda l'âne. Ah, dit le chien, comme je suis vieux et que mes forces diminuent de jour en jour et que je n'arrive plus à le suivre à la chasse, mon maître a voulu me tuer. Alors j'ai pris la fuite. Mais comment vais-je bien pouvoir gagner ma pitance à présent? Oh, tu sais, dit l'âne, je vais à Brême pour me faire musicien. Tu n'as qu'à venir avec moi et te faire engager aussi dans la fanfare. Moi, je jouerai du luth et toi des timbales. Le chien fut d'accord et ils poursuivirent leur chemin ensemble. Peu de temps après, ils virent un chat assis au bord de la route et qui faisait un visage long comme un jour sans pain. Alors, vieux lave-moustache, que t'est-il arrivé à toi? Demanda l'âne. Ah, il n'y a pas de quoi rire quand il y va de votre peau, répondit le chat. Comme je me fais vieux, que mes dents sont émoussées et que je préfère rester rêvassé derrière le poêle plutôt que chasser les souris, ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai réussi à me sauver à temps. Mais que dois-je faire maintenant? Où puis-je bien aller? Bah, tu n'as qu'à venir à Brême avec nous. Tu t'y connais en musique de nuit. Là-bas, tu pourras te faire musicien. Le chat trouva que l'idée était bonne et partit avec eux.
Les 3 fugitifs passèrent ensuite près d'une ferme. Le coq de la maison était perché sur le portail et criait à plein poumon. Pourquoi cries-tu comme ça demanda l'âne. C'est à vous glacer le sang. Là, je viens d'annoncer du beau temps, dit le coq, parce que c'est le jour où notre chère maîtresse lave les chemises pour le petit Jésus et qu'elle veut les faire sécher. Mais comme demain c'est dimanche et qu'il y aura des invités, la maîtresse de maison est sans pitié et elle a dit à la cuisinière qu'elle voulait me mettre dans la soupe qu'on mangera. Et ce soir, il faut que je me laisse tordre le cou. Alors je chante de toutes mes forces tant que je peux encore le faire. Dis donc, crête rouge, viens plutôt avec nous. Nous allons à Brême. Tu trouveras toujours quelque chose de mieux que la mort. Tu as une bonne voix, et si nous faisons de la musique ensemble, cela devrait donner quelque chose de bien. Le coq fut satisfait de cette proposition, et ils repartirent tous les 4. Cependant, ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême en une seule journée, et ils arrivèrent le soir dans une forêt où ils voulurent passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent sous un arbre. Le chat et le coq s'installèrent dans les branches, mais le coq, quant à lui, se percha tout en haut de la cime, là où il serait le plus en sécurité. Avant de dormir, il regarda une dernière fois dans toutes les directions, et il lui sembla apercevoir alors une petite étincelle au loin. Il cria à ses camarades qu'il devait y avoir une maison non loin de là, car il voyait briller une lumière. Alors, il faut nous mettre en route et aller là-bas, car ici c'est une piètre auberge, dit l'âne. Le chien trouva aussi que quelques os sur lesquels il restait un peu de viande ne lui feraient pas de mal. Ils se mirent donc en route et suivirent la direction de la lumière. Ils la virent bientôt briller plus vivement, et elle devint de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'ils parvinssent enfin à une maison bien éclairée où habitaient des brigands. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, gris pommelé ?» demanda le coq. « Ce que je vois, » répondit l'âne, « une table qui est mise, couverte de choses à boire et à manger, et des brigands qui y sont assis et qui font bonne chère. »« Voilà qui nous ferait du bien, » dit le coq. « Oui, oh oui, si seulement nous pouvions être là-bas, » dit l'âne. Les animaux tinrent alors conseil pour savoir comment ils pourraient chasser les voleurs, et ils finirent par trouver un moyen. L'âne posa ses pattes avant sur le rebord de la fenêtre, le chien monta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien, et le coq vint se poser sur la tête du chat. Ensuite, à un signal, ils se mirent tous ensemble à faire de la musique, chacun à sa façon. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Puis ils se précipitèrent dans la pièce par la fenêtre, dont les carreaux volèrent en éclats. En entendant ces cris terrifiants, les voleurs bondirent de leurs chaises, croyant que c'était un esprit qui venait d'entrer dans la pièce, et s'enfuirent effrayés dans la forêt. Les 4 amis s'installèrent alors à table, se contentèrent de ce qui restait et mangèrent comme s'ils s'apprêtaient à jeûner pendant 1 mois. Leur repas terminé, les 4 musiciens éteignirent la lumière et se cherchèrent une place pour la nuit, chacun selon sa nature et sa convenance. L'âne se coucha sur le tas de fumier, le chien derrière la porte, le chat dans l'âtre, près des cendres chaudes. Quant au coq, il se percha sur la poutre transversale de la charpente. Et, comme leur longue route les avait fatigués, ils s'endormirent rapidement. Quand minuit fut passé et que les voleurs virent de loin que la lumière s'était éteinte dans la maison et que tout semblait calme, leur chef dit « Quand même, nous n'aurions pas dû nous laisser intimider. » Et il envoya l'un d'entre eux en éclaireur dans la maison. Celui-ci trouva les lieux silencieux et se rendit dans la cuisine pour allumer une bougie. Prenant les yeux brillants et incandescents du chat pour des charbons ardents, il en approcha une allumette pour l'enflammer. Mais le chat n'avait aucune envie de plaisanter. Il lui sauta au visage en crachant et le griffa. Le brigand eut une belle frayeur et prit ses jambes à son cou pour s'enfuir par la porte de derrière. Mais le chien qui était couché là bondit sur ses pattes et lui mordit la jambe. Et quand il passa en courant près du tas de fumier dans la cour, l'âne lui décocha encore une belle ruade. Quant au coq, que tout ce bruit avait réveillé, il cria du haut de sa poutre « Cocorico !» Le voleur retourna alors auprès de son chef en courant
tant qu'il pouvait, et il lui dit: Ah, il y a dans la maison une terrible sorcière qui m'a soufflé dessus et m'a griffé le visage de ses longs doigts. Et près de la porte, il y a un homme armé d'un couteau qui m'a blessé à la jambe. Dans la cour, il y a un monstre tout noir qui m'a frappé avec une massue en bois. Et tout en haut, sur le toit, il y a le juge qui a crié: Amenez-moi ce barreau! Alors je me suis dépêché de partir. À compter de ce moment-là, les voleurs n'osèrent plus retourner dans la maison. Quant aux 4 musiciens de la ville de Brême, ils se trouvaient si bien dans ce logis qu'ils ne voulurent plus en repartir. Et celui qui a raconté cette histoire, le dernier, il en a encore la bouche toute chaude. Moi j'aime beaucoup ce conte parce que et bah là par rapport au conte précédent où effectivement c'est quelqu'un qui veut apprendre à avoir peur et qui finalement n'a pas peur du tout et qui finit par se faire avoir par des êtres humains, ici c'est carrément une troupe d'animaux qui va faire peur à des êtres humains. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que finalement, dans ce conte-là, les animaux se vengent d'êtres humains qui veulent les bouffer ou les abandonner ou les tuer, tout simplement. C'est un peu triste quand même. Il y a un animal qui vous convient plus, on va l'abandonner, on va le tuer, on va le manger. Génial, super. Ce sont des animaux qui se prennent pour des musiciens. Bah oui, c'est vrai, un âne, il hennit, le chien aboie, le chat miaule. Puis quand vous entendez certains chats, vous avez l'impression qu'ils font de la musique aussi. Le coq aussi, c'est musical finalement. Ça peut être musical, hein, des animaux. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le nom du groupe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'âne appelle le chien Croque-le. Le chat s'appelle Lave-Moustache. Le coq, il s'appelle Crête Rouge. Et l'âne, juste après, l'âne, on sait comment il s'appelle Gris Pommelé. J'adore. Et donc du coup, pour avoir un petit peu un fil conducteur, on va se lire Le Chat Botté. Ça fait le prolongement avec le chat qui était présent dans Les musiciens de la ville de Brême. Le maître chat ou le chat botté. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me ferai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux: Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. Quoique le maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelque jeune lapin, peu instruit encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit: Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert.
Et lorsque 2 perdrix y furent rentrés, il tira les cordons et les prit toutes deux. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître: si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa force: au secours, au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie. À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait porté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Et le comte de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux, et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit: bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Le roi ne manqua pas à demander aux faucheux à qui était ce pré qu'il fauchait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit: bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre, et le fit reposer. On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement. Et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit, et avoua qu'il avait eu bien peur. On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. Par exemple, de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible, reprit l'ogre. Vous allez voir. Et en même temps, il se changea en une souris, qui se mit à courir sur le plancher. Le chat
ne l'eut pas plutôt aperçue qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi: Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. Comment? Monsieur le marquis? S'écria le roi. Ce château est encore à vous? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons les dedans, s'il vous plaît. Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités... Qu'est-ce qu'il fait, mon chat? Pardon, excusez-moi. Nero? Non, Nero. Nero, arrête ça tout de suite. Ok. Bon, mon chat est dans son quart d'heure de folie. Bref, passons. Donc, reprenons. Excusez-moi. Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups: Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Voilà. Moralité. Quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Autre moralité, si le fils d'un meunier, avec tant de vitesse, gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. Sur ce, je fais une petite pause et je vous rejoins tout de suite. Voilà, désolé pour la petite interruption, mais j'avais un chat qui était en train de me massacrer J'avais un chat, un de mes chats, qui était en train de massacrer un de mes sacs à dos. Un héros. Ça, c'est bien pour la prononciation. Un de mes chats massacré, un de mes sacs. Un de mes chats massacré, un de mes sacs. Un de mes chats... Notre chaboté, eh bien, est un chat bien malin. Alors, ce que j'aime beaucoup sur le début du conte, il y a une petite mention, ce que j'adore pour les notaires et les procureurs. Pour les gens de loi, quoi, qui prennent toujours un petit peu d'argent lors des successions. Ce que j'adore, c'est: les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. Waouh! Aujourd'hui, il n'y a pas que qui bouffent qui bouffent le patrimoine. Hein. Bref, donc vous voyez, hein, il y a des choses qui sont d'époque, mais qui sont pas que d'époque. On retrouve quand même des choses qui sont bien d'aujourd'hui. Et du coup, ce qui est intéressant dans le chat botté, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme dans les autres contes avant, c'est que le chat, finalement, charme un ogre. On pourrait encore repenser là ici à Ulysse, au géant Polyphème, que l'on trompe. C'est-à-dire qu'en fait, les plus grands, les plus forts, on arrive à les tromper, notamment aussi grâce à leur orgueil, à leur voilà, à leurs défauts, quoi, finalement. Trouver la faille chez quelqu'un et vous êtes sûr de pouvoir l'exploiter et de pouvoir vous en servir à bon escient. Et là, ce que j'adore, en fait, ce que j'ai toujours adoré dans le chaboté, puisque c'est un conte que je connais aussi depuis tout petit, c'est la façon dont le chaboté se débarrasse de l'ogre, en fait. Du coup, il se débarrasse en étant beaucoup plus malin que lui, en le flattant, et c'est ça qui est intéressant.
et en le flattant de la manière en disant, ouais, ouais, je sais que vous pouvez vous donc il va le flatter pour pas éveiller les soupçons: «Est-ce que tu peux te transformer en petit truc?» parce que l'autre forcément il va se dire: «Ouais, si je me transforme en petite souris, lui il va me bouffer». Non, non, c'est transforme-toi en un truc assez majestueux et puis ensuite il va le flatter en fait, en faisant de la psychologie inversée, en disant: «Non, non, mais là, ce que tu vas faire, mais j'y crois pas un seul instant, en fait. C'est impossible que tu fasses ça». Donc l'autre se transforme, se fait bouffer et voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, sur notre, thématique, de peur et d'idiot, parce que oui, dans la peur, on a quand même la peur du chaboté par rapport au lion, par rapport à l'ogre qui se transforme en lion, mais quand même là, ici, on est surtout sur un conte où il est bon d'être malin, il est bon d'écouter les conseils de ses amis ou de son entourage. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, finalement, le maître qui hérite du chat se dit pas: «Je vais le tuer, mais je vais l'écouter» et il a bien fait de l'écouter. Il est toujours sage d'écouter parfois ce qu'on peut dire. Il faut toujours trier le bon grain de l'ivraie, mais voilà, il est toujours intéressant quand même d'écouter ce que son entourage a à dire, si c'est toujours bienveillant. Et c'est ce que fait le garçon. Donc en fait, finalement dans la part de naïveté et d'idiotie de héros dont on a pu un petit peu dresser le portrait ce soir, finalement on passe de naïf idiot à moins idiot à mec intelligent qui écoute. Voilà, on a un premier idiot, il utilise sa force quand même pour s'en sortir. On a des idiots bêtes, qui ont peur parce que ce sont comme disait Van Drake tout à l'heure, ce sont des couards et puis ensuite on a donc notre petit chat, bah, enfin on a un autre héros, alors c'est pas vraiment le héros, c'est le chaboté, mais on a quand même notre être humain qui, contrairement aux musiciens de la ville de Brême qui, au lieu de vouloir se débarrasser de son chat, c'est là aussi pourquoi j'ai voulu lire ce conte-là, va l'écouter et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve aussi avec un chat qui parle, du coup. Les animaux qui parlent, les animaux qui communiquent. Hem et ce que je trouve intéressant, c'est que, bah, du coup, ce personnage d'humain là, c'est trop qui fait partie d'une fratrie de 3 enfants, bah, finalement va écouter. Autre chose qui est intéressant aussi dans ce conte de Perrault-là, c'est que un peu comme dans Les Trois Plumes, c'est marrant parce que là, je vais remonter, au tout premier stream où je racontais justement, où je lisais Les Trois Plumes des frères Grimm. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, les aînés parce qu'en fait, on se retrouve à des périodes où il y avait encore ce droit d'aînesse, enfin, vous voyez, dans la fratrie, il y a une époque, hein, alors bon, qui est, assez lointaine maintenant, mais il y a une époque où dans une fratrie de 3 ou de 4, eh bien, certains étaient, alors que vous soyez un garçon, une fille, en fonction du positionnement que vous avez dans la fratrie, et ben vous deviez être prêtre ou alors vous seriez paysan ou alors vous héritiez et cetera. Il y avait ce droit d'aînesse. Donc on se retrouve souvent dans des fratries, dans ces contes-là, que ce soit Grimm ou Perrault, on se retrouve souvent dans des fratries où finalement, bah, ce sont les aînés, qui héritent du mieux, puisque, bah, l'aîné, hein, a droit au moulin, le second à l'âne et le troisième au chat. Qu'est-ce que je fais d'un chat moi? Donc voilà et donc comme dans Les Trois Plumes, finalement, on se retrouve avec le petit qui finalement va être le plus débrouillard de la fratrie, et qui finalement, ben, justement, c'est un petit peu ce que dit la moralité à la fin et ça, c'est tout à fait intéressant. La moralité, c'est quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, donc quel que soit le fait qu'on ait du bien, hein, ou qu'on hérite, d'argent ou de biens mobiliers ou immobiliers et cetera, venant à nous de père en fils, hein, ben, donc du coup, c'est l'héritage traditionnel, qui rentre dans la tradition, voilà, du patriarcat. Aux jeunes gens, pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. C'est-à-dire que là, ici, effectivement, on se rend compte que, ben, c'est un garçon qui va se dépatouiller avec son chat, qui va se débrouiller et qui finalement va réussir à avoir bien plus que, les autres qui ont déjà du bien acquis parce qu'ils ont pas forcément alors certes, tenir un moulin, il faut quand même, je pense, quand même un peu de savoir-faire. Mais par rapport à quelqu'un qui a dû se faire de A à Z et de se débrouiller, bah, oui, on aura peut-être plus à faire à un chef d'entreprise qu'à, un simple rentier, quoi, en fait. À quelqu'un qui arrive à se débrouiller, finalement. Ou, voilà, ou une profession libérale et cetera, quoi. L'idiot ici serait plutôt l'ogre. Ouais, ouais, complètement. L'idiot, c'est oui, oui, je te rejoins tout à fait.
L'idiot serait plutôt l'ogre, c'est tout à fait ça. L'idiot, je dirais que c'est pas pas que l'ogre. Moi, je pense qu'il y a le roi aussi. Le roi, il se laisse séduire alors qu'en fait, il connaît rien de ce garçon. Il se laisse embobiner quand même par un chat. Il se laisse embobiner par un chat et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? Tu sais, je sais pas pourquoi c'est un roi. Ça me fait penser un peu à ces rois un peu bonhommes. Tu sais, c'est le roi d'Agobert, quoi, qui a mis son slip à l'envers. Hein, un peu comme les chansons. C'est le roi qui aime bien ripailler, etc. D'ailleurs, à la fin du conte, on dit bien, hein, à un moment donné, il dit... qu'est-ce qu'il dit? Ah voilà. Ta 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 ta. Le roi charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, donc tu sens que c'est le bon vivant en fait, c'est le mec, c'est... Voilà, et c'est pour ça qu'il voit un pauvre homme, c'est un bon vivant. Donc le fait que ça soit un bon vivant, le fait qu'on lui ait donné du gibier, enfin que le chat ait chassé du gibier pendant plusieurs mois, 2 3 mois, bah, le gars lui en suis reconnaissant parce qu'il se dit, dis donc, qu'est-ce que j'ai bien mangé pendant 2 3 mois, c'était bien. Donc, bah, forcément, il se souvient du chat. C'est un peu comme un ménestrel viendrait à la cour et puis serait en mode Eh, dis donc, je me suis bien amusé, il a raconté de belles histoires, les belles chansons. Et ben, du coup, je lui fais confiance puisque j'ai passé un super moment. Donc, du coup, bah là, il se pose même pas la question. Puis on voit qu'effectivement, c'est un bon vivant, quoi. Après avoir bu 5 ou 6 coups. Alors, déjà, tu connais pas la grandeur des chopes, tu vois, de ce qu'il boit, le roi. Mais je vois bien, tu sais, dans une espèce de grand calice comme ça, tu sais, avoir des grands coups comme ça, ripailler, tout ça, faire la fête. Et puis en plus, il en profite, c'est pas chez lui, donc c'est pas lui qui a préparé, etc. Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. Enfin voilà quoi, le mec il a besoin. Donc tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, le mec c'est bon, il te donne sa fille. C'est plutôt cool. Que dire? Voilà, un peu de ronron thérapie. Je vous souhaite une très belle soirée, faites de beaux rêves, dormez bien, je vous embrasse et à bientôt. Salut.